encore merci aux gens de RFDL, c'était ma faute que j'ai oublié de leur demander de voter. Voilà, je dois dire que certains de nos membres du CA également se trouvent à RFDL, ainsi que notre directrice générale Marie Baudry, et d'être avec nous malgré le fait qu'il vient de commencer un emploi au Collège Boréal, comme vous le savez, comme directeur du premier campus de Toronto. Et ça, c'est un peu un indice, une illustration du type de personne que Gilles est. La communauté et puis des instances politiques, on a pu s'assurer que, bien sûr, le mandat de RFSAVEO continue. Donc, notre plan stratégique se terminait, c'était le plan de 2017-19. Donc, on a essayé de s'assurer qu'en l'absence des ARIS, que RFSAVEO se positionne quand même pour continuer la planification des services en français. Et on a participé à un exercice avec le regroupement des entités, des autres entités à travers la province, justement pour positionner les entités de planification des services en français dans la nouvelle donne du système de santé, notamment l'agence, la société, la méga agence Santé Ontario, ainsi que les équipes de santé qui vont être mises en place. Et comme vous savez, RFSAVEO couvre Avisé, 3 RIS, donc Mississauga, Halton, Centre-Ouest et Toronto. Et bien sûr, les francophones ne sont pas limités à obtenir des services dans ces 3 régions-là. Donc on sait pertinemment qu'avec la méga-agence qui a un mandat plus élargi, il va avoir besoin d'une réflexion au niveau de ce qui se passe au niveau de la planification du service. Et je pense que le conseil d'administration a commencé la réflexion justement dans notre plan stratégique pour les prochaines années, à regarder comment est-ce que les services, la lentille francophone peut continuer à être reflétée dans tous ces changements du système. Et pour assurer une transition harmonieuse, on a mis à jour notre cadre stratégique de 2019 à 2022. Et c'est comment dire en mot français, c'est un progrès, c'est quelque chose qui est dynamique. Et on va s'assurer de continuer le travail de planification qui a été fait dans l'année. Également au niveau de la transformation du système, les fournisseurs de services de soins de santé vont avoir un rôle de plus en plus important. En se regroupant en équipe de Santé Ontario, il y aura besoin de voir justement qu'est-ce que les fournisseurs de santé font pour répondre aux besoins des francophones qui se présentent aux urgences ou à la porte de ces établissements-là. Et on espère justement de travailler avec le ministère des Affaires francophones à revoir dans leur révision, dans leur examen de la loi sur les services en français et de tout le système de désignation des services. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut justement rendre les fournisseurs des soins de santé dans notre région plus redevables pour ce qui est des services en français. C'est bien beau d'avoir un système comme OSI, qui est un système qui regarde les capacités francophones de ces établissements-là, mais comme on sait très bien, les ressources francophones, elles ne sont pas figées dans les murs, donc aussitôt que la base de données est complétée, les personnes changent d'emploi. On veut quand même s'assurer que les fournisseurs comme Women's College Hospital et autres prennent en fait le leadership pour répondre aux besoins des francophones qui sont en plus en plus grand nombre dans notre région. Alors j'ai demandé à Gilles de passer en revue, vous avez une copie du rapport annuel, tous les détails des accomplissements qui sont, et vous le consacrez assez long. Alors je te laisse la parole, Gilles. Merci Solange. Et d'ailleurs je voudrais remercier tous les membres et tous les membres du conseil d'administration. Vous avez de très bons porte-parole qui représentent, je pense, fidèlement et avec dévouement, avec énergie, les besoins, les aspirations, les souhaits de tous les membres de RFSAVEO. Et justement, en parlant des membres, je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes rendus maintenant à 500, et je dis nous, parce que j'ai pu reprendre mon adhésion de membre, maintenant je ne suis plus employé. Je crois qu'on est près de 540 membres, ce qui veut dire que RFSAVEO est le plus grand organisme francophone en termes de membres dans le Grand Toronto. Alors c'est quand même
une réalisation, je pense, sur laquelle on travaille depuis plusieurs années, 5 ans en fait, parce que quand je suis arrivé, je me souviens, on était 38 membres. Alors, merci de votre adhésion, de votre intérêt pour les services de santé en français. Vous savez, les services de santé, on n'y pense pas toujours, on y pense surtout quand on en a besoin. Et pour ce qui a trait des services de santé en français, là aussi, souvent, c'est une réflexion qui, avant, se faisait souvent après le fait, après qu'il y ait eu une plainte au commissariat, au service en français, ou après qu'il y ait eu une plainte à l'intérieur de l'établissement. Alors, toute l'idée même de la planification de services de santé en français, c'est d'essayer d'anticiper, de trouver des solutions systémiques, des choses qu'on peut faire dans le système même, dans l'engrenage, pour faire en sorte qu'au moment du besoin ponctuel, parfois urgent, que ces services de santé puissent être en place. Alors, vous avez le document devant vous. Je vais le parcourir assez rapidement parce que je veux arriver à ce que je pourrais appeler le bouquet. 2 surprises ce soir sous forme de vidéo. Et je vais aussi maximiser le temps pour la période de questions et réponses. Donc, vous allez voir les pages 6 et 7. Donc, Solange a déjà donné un très bon survol du contexte. Nous sommes dans une période de changement. Et je pense que c'est le caractère chinois de changement est une combinaison, si je me souviens d'avoir bien lu, c'est une combinaison de danger et opportunité. C'est-à-dire que le symbole du danger, qui est dessiné ou qui est représenté dans la langue chinoise, avec le symbole pour opportunité, tu mets les deux ensemble, ça fait le mot changement. Quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi en mandarin pourrait peut-être me corriger, mais il me semble que j'ai déjà vu cela. Je trouve que c'est une belle illustration, c'est que quand il y a un changement, il y a à la fois un danger, on ne veut pas perdre des acquis, on ne veut pas reculer, mais il y a une opportunité aussi qu'on peut saisir. Alors c'est comme ça que c'est avec cet optimisme prudent qu'on envisage les changements à l'heure actuelle dans le système de santé. Notre travail principal à date consiste à formuler des recommandations d'action, des pistes d'action auprès des 3 airlists que Solange a mentionnées. Et donc, vous les trouvez aux pages 8 et 9. Donc, et dans la formulation de nos recommandations, évidemment, le point de départ, c'est vous, les membres de la communauté. On va chercher l'input, les opinions, les besoins des membres de la communauté. C'est alimenté avec des outils, notamment de cueillette de données, que ce soit par des groupes focus ou des sondages, ou par l'outil qu'on appelle maintenant OSI. Vous pourriez lire davantage dans le rapport annuel. Mais c'est un outil qui nous permet de vraiment prendre une photo de la capacité des fournisseurs. Et ça nous permet de faire une meilleure analyse et de faire de meilleures recommandations et de mettre en place des services qui peuvent répondre aux écarts. Et donc, de remplir les trous, si je peux ainsi formuler. Donc, voilà, les prochaines pages donnent un peu plus de détails. Je vais parler un petit peu de la page 11. Vous allez voir qu'on parle du terme offre active. Et je sais que, c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu parler. C'est vraiment, on s'est inspiré un peu de ce qui se passe en matière ou dans le domaine économique. Pour que ça marche bien en économie, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'offre, c'est-à-dire les produits et les services qui sont disponibles, et la demande, c'est-à-dire l'appétit des gens pour obtenir ces services et ces produits, ces denrées, etc. Imaginons que demain, le gouvernement déciderait de nous donner 5 millions de dollars pour
faire une énorme campagne de publicité pour faire la promotion des services en français et d'encourager les gens à demain demander des services de français partout, chez tous les fournisseurs. Ben, selon moi, ce serait probablement le désastre. Pourquoi? Parce qu'une large partie des fournisseurs ne sont pas encore tout à fait prêts à répondre à cette demande qui, si elle est soudaine et immédiate, ça serait pas, je pense pas que ça se passerait très bien. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'encourager les fournisseurs à offrir davantage de l'offre active et en même temps d'encourager les gens à faire plus de demandes pour les services en français. Et en faisant en sorte que les deux augmentent de façon en parallèle, de façon harmonieuse, on trouve que ça va beaucoup mieux se passer. Alors, le concept de l'offre active, c'est vraiment d'encourager les fournisseurs à faire en sorte que les services en français soient visibles, qu'ils soient accessibles, un peu à la manière, l'analogie que j'utilisais parfois, c'est la place de stationnement qu'on réserve pour les personnes à mobilité réduite. Et c'est un symbole, vous l'avez sûrement vu, la représentation visuelle d'une personne dans un fauteuil roulant. Et tout le monde reconnaît la nécessité de toujours faire en sorte qu'il y ait cette place-là pour les personnes qui en avaient besoin. Et bon, c'est vrai que parfois il y a des gens qui stationnent là où ils ne devraient pas le faire, mais en général, c'est un principe qui est reconnu et accepté. Même si on reconnaît que cette place-là de stationnement n'est pas toujours, on n'en a pas toujours besoin. Et c'est un peu, pour moi, un modèle au niveau de l'offre active, c'est de reconnaître que oui, il n'y aura pas toujours des centaines de francophones qui feront la queue à l'entrée de la clinique ou de l'hôpital, mais de faire en sorte que là où la personne désirant des services en français puisse se sentir à l'aise de les demander et qu'il n'y ait pas de malaise d'un bord ou de l'autre du comptoir ou du stéthoscope, qu'il y ait une démarche planifiée d'avance et que tout le monde sache quoi faire au moment où un francophone se présenterait pour obtenir des services. Alors, pour que ça se passe bien, justement, on a fait beaucoup de travail avec les fournisseurs. J'en dirai pas plus parce que tout à l'heure, on va voir des témoignages, je pense, qui expriment de façon beaucoup plus éloquente ce travail d'accompagnement qu'on a fait auprès des fournisseurs. Mais vous pouvez voir davantage de détails. À la page 13, donc, on parle de notre plan stratégique. Solange a dit quelques mots là-dessus en début de présentation du rapport. Alors, je n'en dirai pas plus à ce point-ci, parce que j'aimerais peut-être parler davantage de l'engagement communautaire. Donc, si vous tournez à la page 16 dans votre rapport d'activité, je pense, c'est toujours été une des forces de Reflets Salvéo, c'est qu'on est très impliqué dans la communauté, très visible, très présent dans les événements communautaires que les divers organismes organisent. Et ça, c'est le cœur, c'est ce qui permet de nous alimenter je parle encore de nous, mais d'alimenter donc la réflexion au niveau des recommandations qu'on peut formuler auprès du système de santé. Et donc, c'est le point de départ, et c'est pour ça qu'on y accorde beaucoup d'importance. Et vous pouvez voir quand même des chiffres que je pense sont assez impressionnants pour une petite équipe. Vous savez, il n'y a que 5 personnes en termes de postes permanents à Reflets Salvéo. Heureusement, on a l'appui d'un bon nombre de stagiaires, de bénévoles et d'autres, des employés d'été. Mais franchement, notre équipe est très petite. D'ailleurs, on a un stagiaire du Collège Boréal qui est venu chez nous, puis il est resté bouche bée au moment de sa première réunion d'équipe. Il a dit, mais il n'y a pas personne d'autre, c'est tout le monde, parce qu'il avait eu l'impression, parce qu'on est tellement présent sur les médias sociaux, etc., qu'on fait beaucoup de publicité, de promotion, il avait l'impression qu'on était une équipe d'une vingtaine de personnes. Justement, en parlant d'équipe,
veux remercier profondément mes anciens coéquipiers donc, qui sont ici ce soir. Donc, je veux reconnaître Marine Rial, qui d'ailleurs nous donne un coup de main en tant que secrétaire d'Assemblée ce soir. Il y a aussi, on bénéficie d'un soutien administratif. Il y a Astou Ndiaye qui était là, un soutien incroyable, qui a quitté la région maintenant et qui est remplacé par une autre personne tout aussi phénoménale, Amina Khanous, qui nous offre un soutien administratif au niveau ressources humaines et aux finances. Il y a aussi l'équipe de planification. Nous avons perdu cette année Constant Wapo, qui était directeur de la planification de l'engagement communautaire, qui est parti, enfin, il a un rôle équivalent à une promotion en tant que directeur général de l'entité 1 de planification, qui est basée à Windsor. Et je veux quand même le remercier, ainsi qu'une autre personne qui est partie au cours de l'année, sur laquelle le rapport est basé, donc Hussein Belawer, qui est ici ce soir, qui était agent de planification et qui est parti vers un autre défi lui aussi. Iris Delcar, qui était avec nous pendant un petit moment, et souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de l'équipe. Donc, je pense à Rexel, ou non, elle est ici ce soir. Mais je pense à elle dans le nord parce qu'elle nous arrive de Black Creek. Voyons. J'ai un plan de mémoire parce que je me suis enfargé, je suivais ici ma liste, et puis Rosanne, qui s'est jointe à l'équipe, qui s'est jointe à nous récemment. Il y a aussi donc Alex Dale, Shanaz Fakim qui est là. Et ainsi que, je pense que Amina, elle devait être là, je pense qu'elle se sent pas bien ce soir, mais en tout cas. Et justement, en parlant de Rexdale... on ajoute ici Lise-Marie Baudry. Oui, donc bien sûr, la nouvelle membre de l'équipe est celle qui me remplace de façon intérimaire. Donc, bonsoir Lise-Marie, et... j'espère en tout cas que tes premières semaines en fonction ont été harmonieuses. J'ai tâché de laisser le bateau en bon état, et bien sûr tu peux te fier à une équipe exceptionnelle qui est sur place. Alors merci et bonne chance. Et alors voilà, sans plus tarder, en parlant de Rexdale, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une petite surprise. Je voudrais saluer deux personnes et les remercier parce que c'est vraiment ce qu'on va voir prochainement, c'est le fruit de leur travail. Donc il y a Julien Liolette qui est vidéographe, réalisateur ici ce soir, et Nathalie Nadon qui ne pouvait être là présente ce soir, mais qui a participé à la réalisation de cette courte vidéo qu'on va visionner maintenant. Alors, allons-y. Et bien sûr, les participantes à la vidéo, c'est très puissant quand c'est pas nous, les francophones, qui frappons à la porte pour demander des services en français, mais que c'est des témoignages d'autres fournisseurs de services qui disent c'est pas si sorcier, c'est pas si compliqué que ça d'offrir des services en français. Alors je pense que cette vidéo, ça va être un bon outil pour l'équipe afin d'approcher d'autres fournisseurs. Et, bon, comme je disais tout à l'heure, offre et demande, il n'y a pas que l'idée de faire l'offre active, il y a aussi, ou de convaincre, c'est pas juste de convaincre les fournisseurs, mais c'est aussi la perspective des utilisateurs. Et justement, en parlant de Nathalie, la voilà avec son fils Émile pour nous parler de l'offre active. Et là aussi, c'est une vidéo en anglais pour pouvoir bien communiquer et convaincre les fournisseurs. Alors, on va l'observer maintenant. Hi, I'm Nathalie, Bonjour, moi je suis Émile. and we're French Canadians living in Toronto. When my son Emile was rushed to a downtown hospital a few years ago,
We were lucky enough to be assessed by a French-speaking nurse at triage. Now, I don't remember that the hospital offered French language services, but by chance, the nurse heard me speak in French to Emile and proceeded to examine him en français. I'm perfectly bilingual, but I'm a francophone, and being served in my native tongue made me feel at ease. Even though not all medical staff spoke to me in French, the fact that the intake nurse gave me an early diagnosis for Emile in French, I felt I had a better understanding of what was going on, and really I felt reassured. That time, Emile's situation was fortunate. But imagine a health system where upon arrival, you could obtain French services, not by fluke, but because it's part of their system. I think this would make a big difference for anyone who needed French services. Alors, encore une fois, bravo Julien et Nathalie, évidemment. Donc, je pense que ça donne de très bons outils pour continuer le travail afin d'obtenir des services de santé en français. Alors, on va passer à la période de questions. Solange, peut-être que tu veux te joindre à moi. Oui, et avant de passer à la période de questions, quelque chose que j'aimerais rajouter, quand Jules a mentionné l'équipe de Réflexe AVO, parfois on voit des organismes qui travaillent fort, mais qui ont quand même suffisamment de personnel. On est une petite équipe à Réflexe AVO. Le travail cette année a été vraiment excellent parce qu'on vise l'excellence et la qualité du service qu'on offre à nos fournisseurs, etc., plutôt que le volume d'activité. Je dois dire avant quand même qu'on regarde pour l'avenir actuellement. J'ai mentionné qu'il y a la transformation du système et je sais que certains des membres m'ont posé des questions en entendant le départ de Gilles et puis certains membres du personnel. Je pense que c'est important de mentionner que Réflexe AVO est dans une très bonne position actuellement. Vous avez vu le travail qu'on a fait dans l'année dernière et on regarde l'avenir de façon très positive parce que, pour plusieurs raisons, parce qu'on a des outils qu'on peut partager avec nos fournisseurs. On est une équipe, aussi petite qu'elle soit, assez dynamique. Marine était très fière en disant qu'elle est une des plus seniors de l'équipe. On a quand même des personnes qui restent, qui sont avec nous depuis longtemps. Mais je pense qu'on a le conseil d'administration, aussitôt qu'on a pris connaissance du départ de Gilles, on s'est assuré d'avoir une directrice générale par intérim, Lise Marie Baudry, qui se retrouve actuellement à Rexdale, qui va nous appuyer pendant cette période de transition jusqu'à ce qu'on recrute une direction générale permanente. On a déjà les services de ressources humaines qui travaillent avec nous, avec le CA, pour le recrutement d'une direction générale permanente. Donc, pour ceux qui seraient intéressés dans l'auditoire, si vous connaissez des personnes, donc gardez vos antennes. Je fais un petit promo qui va avoir, on va annoncer dans les prochains jours le poste permanent dans le remplacement. Et je dois remercier formellement et officiellement Lise Marie Baudry qui a accepté de relever le défi de l'intérimat pendant une période quand même assez courte. Mais pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas, vous ne connaissez pas Lise Marie, qui malheureusement, heureusement pour nous, se trouve à Rexdale actuellement, pour l'occasion de peut-être qu'elle peut se lever à Rexdale pour les personnes qui ne la connaissaient pas. Lise Marie Baudry était directrice générale du Centre francophone de Toronto. Elle connaît très bien notre communauté. Elle a travaillé également au gouvernement de l'Ontario dans les services socio-communautaires. Et je veux dire que Lise Marie était membre du conseil d'administration au départ lorsque Réflexe AVO a été créé. Donc je pense qu'elle est très qualifiée pour nous permettre de naviguer justement cette période de transition, de s'assurer qu'on ne manque pas de bateau. Et ensuite, dans les prochains mois, on pourra ensuite recruter donc calmement une direction générale. Et je dois dire, en passant, parce que quelqu'un m'a posé la question en disant, mais le système est en pleine transformation et vous êtes à la recherche d'une direction générale permanente, mais qu'est-ce qui se passe si votre entité est remaniée, on ne sait pas dans quel format. Et justement,
on va rechercher un leader ou une personne qui veut vraiment relever le défi de la transformation du système, sachant que oui, effectivement, on en a parlé au sein de la gouvernance, on doit garder l'esprit ouvert. Nous travaillons avec toutes les autres entités à travers la province pour voir comment est-ce que les entités peuvent se positionner pour être actives au niveau de la transformation. Ça va prendre du leadership. Et je vais dire qu'on n'a pas... On a souvent, on met l'accent sur le côté politique, qui est l'aspect revendication, mais au niveau de la gouvernance, il s'agit de s'assurer qu'on fasse la bonne chose au bon moment pour les bonnes personnes. Et donc, si vous êtes intéressé au poste de direction générale, ou même si vous êtes intéressé à être impliqué au sein de la gouvernance de FSADO, que ce soit au sein d'un comité ou même au conseil d'administration, n'hésitez pas de lever la main et d'être compté. Je vais prendre des questions, s'il y en a des questions, soit à Rexdale, soit dans la salle. On me donne la parole. Est-ce que Carrie, tu peux voir si des questions? J'attends, j'imagine qu'ils sont en train de taper. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Il n'y a pas de questions? Alors, oui. Oui, bonsoir. Je m'appelle Midi Guadeloupe. Je suis intéressée par le domaine de la santé, surtout la santé préventive par l'alimentation. Et j'aimerais vous partager une expérience qui m'a marquée. Je suis réfugiée, donc ça m'a marqué quand je suis arrivée là. Je parle français. Je suis arrivée à Toronto, j'étais bloquée au niveau de l'anglais parce que quand vous allez vous faire soigner, c'est vraiment de la confidence. Alors, on m'a soignée par Hélène, par téléphone, et ça m'a touchée. Et puis, autre chose qui m'a marquée, c'est qu'il y a le temps d'écoute. Le temps d'écoute est vraiment très court. Donc, vous n'avez même pas le temps de vous exprimer. Mais ça, je pense que le handicap majeur, d'après ce que j'ai vu et ce que je pense, est-ce que je peux savoir approximativement le nombre de médecins ou bien de personnes soignantes francophones? Parce que des fois, on est bloqué, même si on cherche un médecin de famille francophone, c'est vraiment un problème. Vous dites que c'est un système en transformation. Qu'est-ce que vous projetez? Qu'est-ce que vous projetez à cette matière? Comment vous allez encourager? Comment vous allez multiplier le nombre de francophones dans le domaine de la santé, dans le domaine de la médecine, pour que nous soyons mieux servis? C'est une excellente question. Pour les personnes à Rexdale, la question touche vraiment à la façon dont on peut... Oui, c'est ça. La personne est réfugiée, venue au Canada et a une expérience particulière du système et se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut s'assurer que les médecins, les ressources humaines francophones soient plus facilement accessibles et visibles, et comment est-ce qu'on peut également s'assurer que le système permette aux personnes pas seulement d'avoir les services en français, mais également d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir s'exprimer. Donc je pense qu'elle fait référence justement à la qualité du service même qui est offert. Et je vais répondre, et peut-être tu peux rajouter, Gilles. Je pense que c'est une excellente question et ça prend vraiment plusieurs aspects, plusieurs volets. Et c'est une question qui revient constamment sur des personnes qui sont nouvellement arrivées en Ontario. Moi, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je suis en Ontario. Donc souvent, on prend pour acquis que le système, les services qu'on met à la disponibilité de la communauté le sait. Il y a plusieurs façons d'être au courant des services qui sont disponibles en français. Sur le site même de FSADO, il y a des liens qui sont tissés avec que ce soit le RISO, qui est un organisme de regroupement des intervenants des services de santé en français ou sociaux, ou sur la base de données même du ministère. C'est possible d'avoir un inventaire.
Le système OSI dont on a parlé tantôt, c'est une base de données qui permet aux fournisseurs de santé de répertorier les ressources qu'ils ont. Mais comme j'ai mentionné tantôt, les personnes ont peut-être changé d'emploi, etc. Donc, l'objectif justement de l'information que vous faites saluer ou donner à la communauté, c'est justement ça. C'est de dire, voilà les ressources qui sont disponibles en français. Maintenant, ça va au-delà de juste de dire il y a un médecin francophone ici ou là. Ça va également chercher quels sont les fournisseurs dans la communauté en général qui offrent les services en français. On a vu l'exemple de Rexdale justement dans la vidéo et je devrais encore les féliciter pour l'excellent travail. C'est un très bon exemple pour les autres organismes. Les francophones comme vous sont dispersés sur le territoire. Donc, même si on dit qu'il y a un médecin francophone à North York ou un médecin francophone au centre francophone de Toronto, qui est un des organismes francophones de la région, ça ne veut pas dire que tout le monde pourra se rendre de Mississauga au centre francophone et vice-versa. Donc, un du travail que Réflexe fait, un aspect du travail, c'est justement de travailler avec les fournisseurs de santé sur tout le territoire pour s'assurer justement qu'on ait une intégration des services en français là où se trouvent, que ce soit Taïbu à Scarborough, Rexdale Alliance et autres, pour permettre justement aux francophones où est-ce qu'ils se trouvent sur le territoire pour pouvoir avoir des services. La seule chose que j'ajouterais, c'est qu'il y a souvent des ressources en français qu'on ignore. Et d'ailleurs, dans la vidéo, le témoignage de Nathalie Nadon, elle parlait de son expérience aux urgences avec son fils et c'est le hasard qui a fait en sorte qu'elle a pu établir une connexion avec une infirmière qui s'est adressée à eux en français. Et ça se passe souvent, ce genre d'expérience par hasard. Et c'est pour ça que nous, le travail de planification des services de santé, c'est pour essayer de mettre en place des systèmes pour identifier les professionnels qui parlent français. Et ce ne sont pas que les francophones, il y a un bassin énorme de francophiles, de gens qui ont fait leurs études en français. À Toronto, il y a plus de diplômés d'écoles de programmes d'immersion qu'il y a d'étudiants ressortissants francophones. Et donc, souvent, ces gens n'ont peut-être pas toujours l'occasion de poursuivre leur français, mais souvent, ils ont une ouverture à pouvoir parler français lorsqu'ils le peuvent, surtout si ça peut mieux rendre service aux personnes. Alors, c'est ça le travail de planification, c'est d'essayer d'identifier les professionnels parlant français, c'est de mettre en place des systèmes pour pouvoir les repérer, pour qu'il y ait une connexion entre eux et les patients qui arrivent. Et bien sûr, c'est de faire la promotion des services de santé en français, comme ça m'a déjà mentionné, le Centre francophone de Toronto, Rexdale. Et vous savez, une petite parenthèse par rapport à Rexdale, on a travaillé avec eux pour obtenir du financement pour un poste de promotion de la santé. Mais un des résultats, un effet multiplicateur de cette démarche-là, c'est que lorsqu'il est venu le moment pour Rexdale de recruter un nouveau médecin de famille, ils avaient en tête l'idée que ce serait bien d'avoir quelqu'un qui pourrait offrir des services en français. Et justement, ils ont recruté, il y a une médecin qui parle français à Rexdale maintenant. Et ça, c'est donc un résultat de notre collaboration. Et on est en train de tâcher de répliquer cela ailleurs. Alors, une question ici. On va revenir au comité. Tout à l'heure, vous avez parlé de comité. Pour siéger un comité de gouvernance, on doit être membre du CA. Alors, je pense qu'on demandait quels sont les comités. Et aussi, avec la transformation de la santé, est-ce qu'on peut s'attendre à une intégration des entités? Au niveau de peut-être l'intégration des entités, écoutez, pour l'instant, il continue à y avoir 6 entités de planification. On a un mandat, une lettre de la ministre de la Santé. On sait qu'il y a une transformation au niveau du système. Les RDIS sont progressivement intégrés au sein de cette nouvelle agence provinciale. On a rencontré cette agence provinciale. On croit que le travail va être structuré selon des bureaux régionaux. La chef de direction par intérim de l'Agence provinciale Santé Ontario nous parlait de possiblement 5 bureaux régionaux. Je pense qu'à Toronto, il y aura toujours un besoin pour une entité de planification propre pour la ville de Toronto et la région.
Mais pour l'instant, en tout cas, c'est je vais dire, le statu quo au niveau des entités. Peut-être que Solange peut parler des comités que le CA a mis sur pied. Oui, alors pour être membre du comité exécutif, il faut être membre du CA, bien entendu, mais pas nécessairement pour les autres comités, notamment le comité des nominations, le comité des gouvernances, de politique. Donc, si vous êtes intéressé, le comité des finances également, oui. Donc, je pense que vous avez l'occasion, certaines personnes. Et parfois, on a des comités ad hoc qu'on met en place sur certaines stratégies. Donc, effectivement, si vous êtes intéressé, définitivement. Pour répondre à la question par rapport à l'avenir des entités, je pense qu'on est à la croisée des chemins, le système est en transformation. Si vous regardez dans la loi qui est en fait dans l'abolition des réseaux locaux des ARLIS, c'était très clair que les entités resteraient. Je pense que la question qu'on se pose actuellement, c'est de savoir quelle est la façon optimale d'offrir des services et de faire la planification des services en français. Je pense que de la conversation que j'ai eue avec les présidences des CA des autres entités, nous travaillons ensemble à trouver un positionnement provincial qui couvrirait vraiment toute la région. On a d'ailleurs recruté des services d'un consultant qui est en train de faire des recommandations pour voir comment toutes les entités pourraient travailler ensemble et mieux se positionner. Quand on regarde les équipes de santé qui ont été créées, en fait, celles qui ont été plus ou moins approuvées, il y en a 3, je pense, dans Mississauga-Halton, 3 du côté de Centre-Ouest et 11 du côté de Toronto. Donc on parle déjà de peut-être à peu près 17 fournisseurs des équipes de santé qui sont en train d'être développées. Une des choses qu'on a mis dans notre plan stratégique qui est très clair, c'est de faire preuve de leadership et d'établir des partenariats stratégiques justement avec ces équipes de santé pour améliorer les services, parce que c'est là où ça va se produire vraiment. Donc je pense que le rôle des entités est amené à changer. La méga-agence a un rôle qui va au-delà du ancien rôle des ARLIS. Donc c'est une question que les entités doivent se positionner pour savoir comment travailler avec la méga-agence, comment travailler avec les équipes de santé, comment travailler entre entités, comment redéfinir les territoires de la francophonie ontarienne, sachant pertinemment que ça va prendre pas seulement Rivière-Salvéo, mais également nos entités voisines, notamment l'entité 4, dont je suis la présence du président du CA, l'entité 4. Donc on travaille ensemble entre francophones, mais on surveille également le système. Et en fin de compte, je pense que tous les bénévoles de tous les CA sont ouverts justement à avoir une réflexion de dire qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on ait un meilleur système de planification du système de santé pour les francophones. Et comme je le dis toujours, d'être membre du CA, d'une entité de planification, c'est de la gouvernance, c'est pas du politique. Je ne sais pas si vous voulez prendre la question ici. Oui, Serge. Oui, c'est un commentaire et une question en fait. C'est pour revenir sur l'offre active dont on parlait tout à l'heure. Il y a 7 ou 8 ans, dans la région de Peel, on a vécu une super expérience en créant une équipe de santé familiale bilingue, dont un des docteurs d'ailleurs est là. Bonjour, docteur Michaud. Et donc on a eu la possibilité d'avoir des médecins francophones sur place qui offraient un service bilingue, mais un service francophone. Et donc l'offre active était là. Et on s'est rendu compte d'une chose assez surprenante, que les patients avaient du mal à changer de docteur, même si le docteur était francophone. Donc, comment, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, parce que ça fait un bout de temps que cette équipe santé familiale s'est ouverte et comment ça a évolué, mais on tend à planifier l'offre active et à la développer, mais la santé est beaucoup plus complexe que ça, que juste offrir en français, puisqu'on s'habitue à son docteur, même s'il est anglophone, et c'est pas forcément la solution miracle tout de suite. Donc, déjà, comment ça se passe maintenant à l'équipe de santé familiale? Si vous avez des chiffres ou des choses comme ça, peut-être que le docteur Kerry pourra le dire. Et puis, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on prend en compte quand on fait la promotion des services en français? Désolé pour la question. Oui, d'abord au niveau de l'équipe de santé familiale, je sais qu'il y a quelques mois, elle était à capacité. Et donc, on avait commencé à prendre, il y a une liste d'attente et même, il y a plusieurs mois de cela, ils avaient cessé de prendre en note les noms parce que la capacité, la liste était déjà trop longue.
puis ils ne voulaient pas donner un faux espoir aux gens. Alors les gens nous contactaient, on avait pu, dans certains cas, référer à il y a un médecin, une médecin à Mississauga qui a sa pratique privée, donc qui avait pu prendre certains patients. Et là, Rexdale avait embauché quelqu'un qui parlait français. Mais je suis d'accord, oui, c'est pas. Il n'y a pas que d'avoir des médecins bilingues. Je veux dire, la santé, c'est un ensemble, c'est des soins de longue durée, sur un dossier sur lequel on fait beaucoup de travail en collaboration avec la Fondation Hélène Tremblay-Lavoie. Il y a aussi la prévention, et c'est là où on a pu faire des efforts et obtenir des postes de promoteurs de la santé à Rexdale, puis aussi au Centre de santé communautaire East Mississauga, donc dans la personne de Christiane Fontaine, qu'on a vu en vidéo. Parce que bon, mieux vaut prévenir que guérir, donc ça aussi c'est important que les gens aient de l'information comme mesure de prévention et de mieux-être, de mieux vivre. Alors je ne sais pas si, bon, c'est clair que c'est un ensemble. Puis la santé mentale, ça, et on sait que c'est une priorité du gouvernement actuel, donc je pense qu'il y a des opportunités là aussi pour développer davantage de services. Et d'ailleurs, justement aujourd'hui, j'ai retweeté l'annonce du Centre francophone de Toronto qui indiquait l'ouverture d'un nouveau centre clinique, une nouvelle clinique pour les jeunes au niveau de la santé mentale. Donc, les services se développent, mais c'est clair qu'il reste beaucoup à faire. Et est-ce qu'il y a des outils pour mesurer la qualité des services? Des outils pour mesurer la qualité des services, c'est ça la question qui a été posée par Estelle. Il y a, bien évidemment, au niveau langagé, il y a des évaluations qui existent, il y a des systèmes. Il n'y a pas de, je veux dire, d'obligation pour les fournisseurs de faire en sorte qu'un certain nombre chez eux subissent des tests pour... disons, c'est un but, une aspiration, c'est-à-dire qu'on essaie de présenter cela non pas comme une obligation, mais plutôt quelque chose qu'ils devraient souhaiter faire pour améliorer la qualité des services auprès des patients. Mais c'est très variable et dans l'outil d'analyse des capacités qu'on utilise en ce moment, comme la plupart des données dans le domaine de la santé, c'est auto-reporté. Donc, c'est au fournisseur de dire ben, le niveau de langue est élevé ou moyen ou de base. Alors, mais il y a du travail à faire avec les établissements scolaires, notamment le Collège Boréal offre un programme de français langue seconde pour, puis même le perfectionnement du français langue première pour les professionnels dans tous les domaines, y compris le domaine de la santé. J'avais deux autres questions précédemment. Une question qui demandait est-ce que, avec le ministère qui, évidemment, qui fait des réductions de budget dans les écoles, dans les RUIS, est-ce qu'on prévoit une réduction de budget pour le reflet SALVEO? Et quelles sont les mesures proactives que vous êtes en train de prendre pour la transformation? Oui, je vois très mal, oui, c'est une excellente question. Je vois très mal le gouvernement réduire les ressources des entités autant qu'ils n'ont pas clarifié avec les entités quel sera leur mandat. Au contraire, je disais à mes collègues, peut-être que je rêve, que étant donné que la méga-agence et les équipes santé vont prendre certaines responsabilités des RLIS et que les entités avisées des RLIS, les entités se retrouvent à une position où on est censé couvrir maintenant et aviser sur des dossiers qu'on n'avait pas avant quand on avisait les RLIS, notamment tout ce qui relevait du ministère. Donc je vois au contraire une augmentation de revenus des entités si jamais leur mandat était amené à être élargi au-delà du mandat initial qui est d'aviser uniquement sur la planification des services locaux. Donc je ne m'inquiète pas de ce côté-là. Et de l'autre côté, également, quand on regarde les entités à travers la province, ce n'est pas des gros budgets non plus, comme on l'a mentionné tantôt, c'est des petites équipes. Et quand on regarde notre entité, tout particulièrement Reflet SALVEO, on a le plus grand nombre de fournisseurs de la province.
On est à Toronto dans des grands hôpitaux, je pense c'est quoi les normes, on parle de combien de centaines de fournisseurs, donc je vois très mal avec une équipe de 5, incluant administratif, si la province décide vraiment de réduire notre budget. Voilà. Donc moi, j'ai pas de crainte de ce côté-là. Là où je pense vraiment qu'on a besoin de se concentrer, c'est de s'assurer qu'on a une... et pour revenir à ce que Serge mentionnait, qu'on ait vraiment une lentille francophone à travers le système qui permette vraiment aux francophones, quel que soit où ils se trouvent dans notre région, d'avoir les services. C'est pas, le RFSAVO, on n'est pas à bâtir un empire et avoir plus d'employés. On a fait un excellent travail avec une petite équipe. Je pense qu'on a fait nos preuves dans les 10 dernières années. L'année prochaine, on va fêter les 10 ans des entités. Donc, je pense que les entités sont quand même un budget assez limité. Je pense qu'il est important, c'est de s'assurer, avec justement l'étendue du territoire, d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir répondre et appuyer les fournisseurs. Donc, je vois vraiment beaucoup plus de ressources dans le système pour les francophones. Des exemples comme des Rexdale. Donc, ce seraient des fournisseurs qui embaucheraient plus de francophones, plutôt que plus de ressources nécessairement à RFSAVO, mais plus de ressources dans le système. Comme Women's College, moi quand j'ai eu mes enfants à Women's College, il y avait quelqu'un qui parlait français, et je vous garantis que ces personnes n'est peut-être plus employées de Women's College, j'en sais rien. Mais d'avoir justement plus de services, des responsables de services en français chez les fournisseurs, ou d'avoir quelqu'un qui peut planifier à l'intérieur des équipes santé. Donc je vois vraiment des ressources là. Et donc, le travail que RFSAVO va faire, c'est justement de s'assurer que dans la transformation du système, qu'il y ait suffisamment de ressources en français identifiées dans le système pour éviter la médecine de couloir. Mais ça ne va pas être tous au centre accueil héritage, quoique le centre accueil héritage aura besoin seulement de plus de ressources, ou le centre francophone, ou RFSAVO, mais également des ressources en français à travers le système. Oui. Oui, c'est juste une question d'éclaircissement. Moi, j'aimerais savoir, d'abord, la collaboration entre RFSAVO avec les organisations. Sur l'ordre du jour, et afin de limiter le nombre de questions, les prochaines questions seront à un coût de 100 $. Et le droit de réponse sera 50. Est-ce qu'on a d'autres questions? Personne. OK. Maintenant, je vais inviter Sylvie à faire la présentation présentation des aides financiers. Motion d'adoption, de OK. recevoir le rapport. OK. Est-ce qu'on a quelqu'un qui voudrait apporter une motion? Serge? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde Serge? Oui, monsieur? Paul Lapierre. Paul Lapierre, OK. Alors, motion adoptée. Maintenant, je vais inviter... Pardon, on vote. Alors, c'est trop de questions, des fois. C'est comme pas assez. Alors, 000 $, qui est un peu moins que l'année précédente. Et c'est dû aux projets spéciaux, moins de sous pour les projets spéciaux sont rentrés. Alors, et nos dépenses totales, 609 686 $, qui nous amène à presque break-even point. J'ai aucune idée de l'expression française. Pardon. Équilibre. Un équilibre. Alors, si on regarde les dépenses, si on regarde les dollars qui sont rentrés en total du RLIS, le montant exact, c'est 568 713 $. Ça n'a pas changé du tout. Et comme Mme Bellu vous a dit, je crois que durant les prochaines années, durant les 2 prochaines années, ce montant devrait rester le même. Si on regarde les dépenses, les salaires et avantages sociaux sont montés cette année par rapport à l'année d'avant, mais je crois que c'est parce que il y avait des postes qui étaient libres, qui étaient vacants. Et on voit, pour compenser, on voit que les honoraires professionnels de l'année précédente étaient plus élevés que cette année. Alors, ils étaient 51 000 comparé à 36 000. Alors, c'est pour cela que, si on regarde les deux ensemble, en total, c'est pas mal, disons, la même chose sur les 2 années.
Alors, si on regarde le restant des dépenses, sont pas mal stables. Il n'y a pas beaucoup de changements. Et ce qui nous donne un total d'un excédent de 407 $, presque à zéro. Alors, voici les états financiers qui ont été audités ou vérifiés par la firme de Marcel Lavallée. Alors, est-ce que vous avez des questions pour 100 $? Oui? Une question au sujet de comment... Quelqu'un a mentionné la question par rapport à l'engagement communautaire. Une des forces de Gilles, vraiment, était l'engagement communautaire. Et quand on considère la taille de notre Salvéo et le nombre de personnes qu'on a pu engager, que ce soit les 1200 abonnés sur notre site ou les 500 membres, etc., je veux dire qu'on est fiers. Il n'y a pas un seul organisme dans notre région qui a 500 membres engagés comme vous. Donc ça, tout ça au travail de Gilles, je veux dire, on est vraiment et je veux dire que comme gouvernance, en présence du CA, Gilles a toujours été un appui personnel. Je pense que je me sentais vraiment gâtée par le service. Et donc, merci encore pour tes années de l'excellent service au sein de Salvéo. À toi, le parole, Arlène. Voilà. Ben, je vais pas tarder. C'est juste, j'ai remarqué que Gilles a été mon collègue en tant que membre du conseil d'administration depuis le début de Reflet Salvéo, depuis l'existence de Reflet Salvéo. Puis Gilles est devenu directeur général de Reflet Salvéo pendant 5 ans, encore collègue depuis... Ta présidence? Ouais, sous ma présidence, c'est vrai. Puis, alors, actuellement, Gilles est devenu l'un de mes boss. Mais on est toujours restés amis, heureusement. Alors, il n'y a pas de mots, franchement, pour te remercier, pour t'exprimer notre gratitude pour tout le travail que tu as fait avec les Salvéo. Cependant, il n'y a pas de cadeau non plus qu'on aurait pu t'offrir, qui serait assez significatif. Mais je dirais comme dit l'autre, et je dirais comme dirait l'autre, les paroles qui viennent du cœur valent mieux qu'un cadeau. Alors, au nom du conseil d'administration, nous aimerions t'offrir ce petit cadeau. C'est un petit geste, mais je sais que vous allez aimer. Oui, merci. Une autre personne qu'on aimerait remercier ce soir, et surtout moi en particulier, c'est notre vice-présidente sortante qui nous quitte malheureusement, Joyce Irvin. Joyce, tu veux venir ici à la main? Je dois dire que dans l'exercice de mes fonctions, j'étais assez souvent en déplacement et certains membres de la communauté qui ont eu des rencontres avec Michel Salvéo m'ont posé la question, est-ce que c'est Joyce qui est la présidente? Je dois dire officiellement que vraiment, Joyce a fait un travail excellent comme vice-présidente. Je savais que je pouvais toujours compter sur Joyce à n'importe quel moment de la journée. Et je veux dire que j'ai dû la fatiguer tellement qu'elle a dit, ça y est, je l'ai ici à place. Mais non, blague à part, je pense que Joyce, vraiment merci pour ton dévouement et à la cause de Reflet Salvéo. Pour les personnes qui ne connaissaient pas Joyce, elle était présidente de plusieurs comités, elle a rédigé beaucoup de politiques et dès qu'il y avait quelque chose, on avait besoin de quelqu'un pour se porter bénévole, Joyce était toujours là et je pense que elle s'est sentie un peu essoufflée, peut-être qu'il est temps que je prenne une petite pause. Alors tu as beaucoup nous manquer au CA et je te remercie personnellement pour ton appui et vraiment tu as été une excellente vice-présidente. Merci. Je vais dire finalement, mais avant de passer au premier remerciement, je dois remercier déjà les employés. Est-ce qu'il y a des employés qui sont encore dans la salle ici? Ramsdale, je sais qu'il y en avait quelques-uns qui sont déjà partis. Marine est là. Si vous pouvez vous lever, parce que vous êtes quand même vous êtes les personnes qui représentent Reflet Salvéo, c'est un petit nombre, mais un nombre très dynamique.
Et je veux vous remercier au nom du conseil d'administration, on n'a pas souvent l'occasion de le dire. Vous avez fait un excellent travail sur le leadership de Gilles et je suis sûre que vous êtes prête à appuyer Lise-Marie durant la transition. Donc, j'aimerais vous remercier formellement. Et finalement, remercier Jean-Alexandre, notre président de l'Assemblée, pour avoir pris le temps de... Un dernier devoir. Voilà. Merci. Vous voulez pas dormir ce soir? Du café? Un dernier devoir. OK. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait proposer la levée de l'Assemblée? Serge? OK, maintenant on va voter là-dessus, tous en faveur. OK, Rexdale. Je suis Solange Belluz, présidente sortante du CA de Reflets-Saveo. Très bien, merci beaucoup. Et quel est votre regard sur le bilan de fin d'année financière? Ben, nous, on est en très bonne situation financière, comme vous l'avez constaté. On est un petit organisme qui a un budget de presque $1,5 million qu'on gère très bien et très serré. Donc, on n'a pas de soucis. On a une très bonne année financière. Super, très bien d'entendre. Et faites un survol, des réalisations dont vous êtes le plus fier. Mais je veux dire que la réalisation qu'on est le plus fier, c'est d'être vraiment l'organisme de la région qui engage le plus nombre de francophones. On a 500 membres et on continue à grandir. Pour un organisme de planification du système de la santé, ça démontre vraiment l'intérêt de la communauté. En plus de ces membres, on a également eu beaucoup d'activités d'engagement communautaire à travers des médias sociaux, etc. Mais une de nos fiertés, c'est vraiment d'avoir pu permettre aux services en français d'être disponibles au sein de plusieurs organismes anglophones de la région. Parce que, comme vous savez, les francophones sont dispersés à travers la région. Donc, on n'est pas seulement allé diriger des services en français, mais également dans des établissements qui peuvent offrir des services en français, même si c'est des établissements anglophones. Effectivement, très bien. Et quelles sont vos priorités courantes? Mais notre priorité actuelle, comme vous savez, le système, on vous avez entendu parler de transformation du système, les Airlis à qui on se rapportait ont été éliminés. Donc, la méga agence Santé Ontario qui a été créée a un plus grand mandat et également la création des équipes santé. Donc, notre priorité vraiment, c'est de s'assurer que la lentille francophone soit préservée dans le travail que la méga agence va faire, ainsi que le travail que les équipes santé vont faire. C'est vraiment de s'assurer que tout ce qu'on fait sur l'offre active est partagé avec les fournisseurs et vraiment d'être un peu la veille et puis s'assurer que la transformation du système tient compte des besoins des francophones. Ça, c'est notre priorité. Effectivement. Et il y a plusieurs incertitudes, mais en considérant les mouvances politiques en Ontario, et quelle en est votre analyse? Ben, c'est vrai qu'avec l'élimination des Airlis, qui était quand même créée à partir d'une loi, les gens ont eu peur en pensant que si les Airlis sont éliminés, notre loi qui a créé les entités était rattachée aux Airlis. On avait peur, évidemment, qu'on devait être éliminé. Et le gouvernement, la ministre responsable des Affaires francophones, Caroline Mulroney, ainsi que la ministre de la Santé, nous ont rassurés que les entités ne seront pas éliminées. Mais par contre, notre mandat va changer, bien entendu. Et donc, on est littéralement actuellement en train de travailler avec la méga-agence, avec le ministère de la Santé et des Soins de durée pour clarifier les attentes et les attentes de redevabilité. Donc, dans les prochains mois, on aura une meilleure idée de qu'est-ce que le gouvernement veut faire en termes de notre engagement, notre relation avec le système. Donc, c'est à suivre, je dirais. Oui, absolument. Et quelle est la vision pour la nouvelle direction? Ben nous, notre vision, c'est vraiment de s'assurer, comme vous l'avez entendu, surtout pour notre région on n'est pas comme la région du Nord ou l'Est, qui a des francophones qui sont dans des communautés très claires. La francophonie de notre région est dispersée, la francophonie est diverse. Donc, notre priorité, c'est vraiment de s'assurer que cette voie-là soit reconnue et que soit vraiment intégrée dans le système. Que le système reconnaisse que Toronto est la ville la plus multiculturelle du monde et que la francophonie est très présente dans cette diversité. Donc, ça, c'est notre priorité pour les prochains mois. Très bien, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça encore, donc c'est vraiment super. Et dites-moi,
Si vous pouvez faire une survol, on a déjà parlé des réalisations dont vous êtes les plus fiers. Et est-ce que la nouvelle direction, on a parlé aussi encore de ce côté politique, donc est-ce que la nouvelle direction prône une politique de continuité ou devrions s'attendre à des transformations majeures dans vos opérations et lesquelles? Je pense que les gens, on n'aura pas vraiment des transformations majeures, quoiqu'on aura des transformations importantes dans le système. Le gouvernement actuel parle beaucoup de l'idée d'arrêter la médecine de couloir. La médecine de couloir, il veut dire des personnes qui sont traitées dans les couloirs parce qu'il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez d'employés. Donc pour les francophones, on a dit à la ministre des Affaires francophones quand on l'a rencontrée, les francophones, c'est au-delà de la médecine de couloir. Si on ne parle pas la langue, ça va être pas la médecine de couloir, ça va être aucune médecine du tout. Oui. Donc, on commence un peu plus loin que les personnes qui ont déjà la langue. Alors, comme la dame qui était réfugiée l'a mentionné ce soir, si vous imaginez que la personne qui parle très bien anglais et qui est établie ici se trouve dans le couloir, alors celle qui n'a même pas la langue, et elle a du mal à expliquer, vous voyez, parce que quand on parle de médecine de couloir, ça veut dire qu'il y a moins d'infirmières pour traiter du patient, il y a moins de médecins. C'est-à-dire que si on rajoute la lentille, l'élément linguistique, c'est encore plus dangereux. Donc, c'est ce dont on parle actuellement quand on parle de transformation du système et l'intégration avec le français, on parle de gestion du risque. On parle le gouvernement dit patient first. Donc, ils disent vraiment qu'ils veulent mettre le patient au centre de tout. Et nous, on leur dit, OK, donc le patient francophone, s'il est au centre, ça veut dire que les services en français doivent être présents. Donc, je pense que d'une façon assez ironique, cette emphase que le gouvernement a actuellement de mettre le patient au centre, je pense, va aider le patient francophone. Parce que s'il est au centre, ça veut dire qu'on devra tenir compte de ses besoins. Donc, le reste va suivre. Le reste va suivre. Donc nous, on est très positif. On pense que on a l'occasion de changer le système. On l'a fait pendant 10 ans. On va continuer à le faire. C'est un organisme qui est assez spécialisé parce qu'on n'offre pas des services. Mais on est créé pour aider à transformer le système. Donc, comme on dit en bon anglais, bring it on. Donc, le système est en pleine transformation. Et nous, à Reflets Salvéo, on est prêt à travailler avec Women's College et puis Sick Kid Hospital et puis tous les établissements pour s'assurer qu'ils rajoutent les services en français. Merci, je pense bien que you guys are definitely bringing it on, comme on dit. D'accord, merci profondément pour votre temps from Choc FM. Okay. Des derniers mots? Je veux dire à vos auditeurs à Choc FM qui certains nous appuient, je sais que il y a beaucoup de nos membres qui écoutent Choc FM et je veux dire qu'on n'aurait pas eu les 500 membres qu'on a, on n'aurait pas eu le respect qu'on a dans le système si ce n'était pas à cause des francophones qui vous écoutent et qui sont là à nos consultations et qui répondent à l'appel chaque fois qu'on a des consultations, que ce soit les jeunes, les personnes âgées, ainsi de suite. Donc, merci et merci encore pour votre appui pour Reflets Salvéo. Mon nom, c'est Marlène Tellusma-Rémy. Je siège sur le conseil d'administration de Reflets Salvéo. Puis, je représente le centre francophone, alors, sur le conseil d'administration de Reflets Salvéo. Je suis une ancienne présidente du conseil d'administration de Reflets Salvéo, puis professeure au Collège Boréal. Très bien. Et quels sont les services de santé dont vous avez le plus besoin comme senior? En fait, je peux peut-être parler un peu de l'expérience de ma mère, mon expérience avec ma mère. Comme grâce à Dieu, je jouis encore d'une très bonne santé. Donc, je remercie le ciel. Mais en ce qui a trait à ma mère, lorsqu'elle était vivante, elle est décédée il y a de cela 1 an. Donc, les services de santé ou les services en santé, moi que j'aurais plus besoin pour elle, j'en avais reçu, c'est sûr, mais c'est surtout les services à domicile. Les services à domicile, surtout quand on travaille à l'extérieur et puis qu'on a une personne âgée, malade, impotente à la maison. Donc, quand on sort, quand on est à l'extérieur, on est totalement stressé parce qu'on la laisse cette personne. Il y a un ou une préposée qui vient pour travailler avec cette personne. Puis, la durée des services. La durée des services est trop courte, bien entendu. Le nombre d'heures accordées est insuffisant. Donc, alors là, moi, c'est ma priorité, ça aurait été plus d'heures de service, mais des services à domicile.
Et puis, et ensuite, il y a la santé mentale aussi. La santé mentale des aînés, peut-être qu'il va falloir qu'on mette plus d'accent sur la santé mentale des aînés parce que au cours du vieillissement, donc, on subit beaucoup d'atrophie, beaucoup de changements beaucoup de modifications, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, que sur le plan neurologique, émotionnel et psychologique. Alors que, comme la femme qui avait posé la question lors de l'Assemblée générale, donc la santé, c'est quelque chose d'holistique, c'est quelque chose de global. Or, on sait aussi qu'il y a un lien entre le physique, le corps, le soma et aussi la psychologie de la personne et le mental de la personne. Donc, alors, et quand la personne commence à perdre son autonomie physique, c'est sûr que ça va avoir un impact, des répercussions sur sa santé mentale. Donc, alors, j'aurais aimé qu'on augmente ou qu'on mette plus d'emphase sur la santé mentale des aînés. Et est-ce qu'ils sont disponibles en français dans votre quartier, ces services dont elle vous parlait? Êtes-vous satisfait de la qualité de ces services? En fait, les services de santé en français ne sont jamais suffisants dans une ville comme Toronto ou dans une province comme Ontario, par exemple. Et dans mon quartier, il n'y avait pas vraiment des services en français. Bien que j'habite le quartier de l'hôpital général North York, qui est censé être un hôpital identifié, qui n'est pas désigné, mais qui a toujours été identifié comme hôpital qui devrait offrir des services en français. Je n'en ai pas eu des services en français à l'hôpital North York, mais heureusement, je suis très reconnaissante pour l'existence des centres d'accueil héritage. Donc, à cause des centres d'accueil héritage, donc ma mère n'avait pas manqué de services en français, heureusement. Et puis, on avait parlé aussi ce soir de l'offre active. Moi, je mets toujours l'offre active en collaboration. J'associe l'offre active à la demande active. Donc, le service peut exister qu'on ne le sache pas. Donc, alors, si on ne demande pas, on n'en trouve pas. Quiconque demande reçoit. Alors, moi, je n'avais pas de problème pour recevoir des services en français pour ma mère parce que j'en ai demandé. Donc, des services existent, c'est vrai, même si ce n'est pas en grande quantité, mais j'en ai demandé, j'ai insisté pour que ma mère soit servie par des fournisseurs de services en français. Alors, j'en avais trouvé. Et les services aussi étaient de qualité, heureusement, parce que ce sont des services qui ont été gérés par les centres d'accueil héritage et aussi par les anciens CCAC. Donc, comme j'avais demandé du service en français, donc on m'avait trouvé des fournisseurs francophones, c'est-à-dire des préposés francophones qui parlaient français et aussi qui componaient aussi la culture immigrante, d'une immigrante francophone aînée ou une immigrante francophone vieillissante. Donc alors tous les services reçus pour ma mère étaient vraiment des services de qualité. Très bien. Merci beaucoup pour votre temps. Merci encore à partir de Shark FM. Moi de vous remercier. Merci. Au revoir. Je m'appelle Domitil Mouhidiloua. Je suis une immigrante, réfugiée immigrante. Je suis au Canada depuis plus de 2 ans. Je m'intéresse beaucoup à la santé préventive, surtout comment prévenir les maladies par la bonne alimentation. Très bien. Et dis-moi, quels sont les services de santé dont vous avez le plus besoin comme senior? Pratiquement, personnellement, vraiment, je ne dirais pas que j'ai besoin de services de ça parce que depuis longtemps, je fais comme si je me soigne, je me protège en fait.
Je me protège parce que pour moi, la prévention est la meilleure protection. Je n'ai aucun problème de santé. Et dis-moi, est-ce qu'ils sont disponibles en français, les services même préventatifs, comme tu disais, dans votre quartier ou votre région? Et êtes-vous satisfait de la qualité de ces services? En fait, c'est un projet que j'avais dans mon pays. Mon pays, c'est le Burundi. Donc, je faisais la sensibilisation, montrer combien l'alimentation est très, très importante, combien nous sommes ce que nous mangeons. Et arrivé ici, j'ai essayé de m'intéresser parce que j'ai vu beaucoup de problèmes de santé dus à la mauvaise alimentation, notamment les maladies à longue durée, les cancers, les cardiovasculaires, le diabète. C'est vraiment en grande partie l'alimentation qui est à la base. Très bien. Et quels sont les sujets liés à la santé sur lesquels vous souhaiteriez que Choc FM, par exemple, se penche? J'aimerais d'abord qu'on fasse une sensibilisation sur une bonne alimentation pour prévenir. Parce que la prévention est la meilleure protection. Et puis, vous épargnez, c'est un investissement. Au lieu d'aller à l'hôpital dépenser de l'argent parce que vous êtes malade, pourquoi ne pas dépenser dans l'alimentation pour prévenir, pour ne pas tomber malade en fait de compte? Alors, deuxièmement, j'aimerais vraiment qu'on articule sur la santé mentale. La santé mentale, c'est un problème au Canada. Et puis, pour nous, les immigrants, c'est dur parce que quand vous voyez, on pense, on cherche des solutions. Des fois, vous ne trouvez pas et ça affecte notre santé. Et qui dit santé mentale, santé physique, c'est vraiment ce qui fait l'homme. Excellent, très bien. Merci beaucoup encore pour votre temps. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Quelle est la vision pour la nouvelle direction? Bien, comme Sylvie vient de dire, Lise-Marie vient justement de commencer, donc elle est en orientation. Mais je pense que quand on lui a parlé, on lui parlait beaucoup justement des défis auxquels nous faisons face. Donc entre la transformation, aussi rebâtir un peu l'équipe, travailler un peu avec les employés, aussi faire connaissance avec tous les développements de dossiers. Et je pense que et aussi travailler beaucoup en partenariat avec les autres entités. Je ne sais pas si Sylvie voudrait ajouter quelque chose à ça. Madame Baudry est quelqu'un qui a de la grande expérience dans la santé. Elle est directrice générale du Centre francophone pendant plusieurs années. Alors, c'est quelqu'un qui amène beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise. Totale confiance que même vous nous arrivez avec de nouvelles idées, j'imagine. Et pour vous mettre un peu à la place des autres, quels sont les services de santé dont vous avez le plus besoin comme senior? Services de santé, soins longue durée, et aussi aucun hôpital à Toronto et des amis francophones. Alors, s'il y en avait un de mes buts personnels serait de laisser savoir aux seniors, aux aînés francophones, que si vous avez besoin de communiquer en français, prenez un taxi pour vous rendre à l'hôpital au lieu d'une ambulance. Parce que l'ambulance va vous amener à la taxi. Si je peux ajouter ça, oui, les soins longue durée sont importants, mais il y a pratiquement 10% des aînés qui arrivent aux soins longue durée. Donc moi aussi, c'est l'accès aux soins primaires. C'est aussi l'accès aux services de soutien communautaire qui nous aident à rester dans notre maison, dans notre chez-soi. Et aussi, finalement, de l'aide à naviguer le système. Quelqu'un pour nous aider à coordonner. Moi, quand ma mère était malade, c'est moi qui s'est occupé d'elle. Et c'était moi qui contactais tous les fournisseurs, qui faisaient une grande partie de la coordination des soins. Donc, je pense que ça, c'est aussi un grand besoin, pas seulement pour les aînés, mais aussi quelqu'un pour aider à coordonner les soins. Very good point. Merci beaucoup pour votre temps. On behalf of Choc FM, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Thierry. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Gilles Marchildon. Je suis directeur général sortant de Reflets LVO parce que j'occupe un nouveau poste comme directeur du campus du Collège Boréal. Très bien. Faites une survol des réalisations dont vous êtes le plus fier.
Ah, c'est un défi d'essayer d'exprimer ça. Écoute, ça fait 5 ans que je travaille à Reflex Aldeo. Je pense que s'il fallait identifier peut-être 3 choses qui me viennent en tête comme ça. Un, c'est le grand engagement de la communauté, avec de nombreux membres, de nombreuses initiatives d'engagement communautaire, la communication continuelle avec les gens. Ça, je suis très fier de cela. Deuxièmement, il y a maintenant des services de santé en français là où il n'y en avait pas auparavant, notamment au centre de santé communautaire d'Oxford ainsi qu'au centre communautaire d'East Mississauga. Donc, c'est ça, il n'y avait pas de service avant, maintenant, il commence à en avoir grâce au travail d'accompagnement qu'on a fait avec eux. Et en dernier lieu, je dirais que la notion d'offre active a fait son chemin. Il y a de plus en plus de fournisseurs qui sont conscients de l'importance d'offrir de manière active les services de santé en français. Très bien. Et quelles sont vos priorités courantes? Ben, mes priorités au niveau professionnel ne sont plus avec Reflex Aldeo, étant donné que j'occupe un nouveau poste. Mais peut-être que si je peux reformuler la question, je peux dire que mes souhaits pour Reflex Aldeo sont que l'organisme continue dans son envol, d'être en contact, d'être en proximité de la communauté et peut-être de développer davantage de liens avec les fournisseurs de services de santé. Très bien. Et il y a plusieurs incertitudes, planons, en considérant les mouvances politiques en Ontario. Quelle en est votre analyse? Ben, mon analyse, c'est que je suis quand même assez serein, calme par rapport à l'avenir de Reflex Aldeo. La nouvelle loi sur les services de santé prévoit que les entités vont continuer à exister et continuer à faire leur travail. Et Reflex Aldeo a fait ses preuves. Et je pense qu'il va toujours avoir un besoin pour une entité de planification ici à Toronto. Alors, moi, je ne m'inquiète pas trop pour l'avenir de Reflex Aldeo. Excellent. Très bien. Merci pour votre temps et merci on behalf of Choc FM. Avec plaisir. Continuez votre beau travail d'engagement communautaire aussi. Merci d'être là ce soir. Merci à vous.